Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle aujourd'hui de Edge, de Microsoft et de Xbox. Et d'actualité. Et d'actualité évidemment. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 février 2021 et c'est l'épisode 201 de Lifetile. Alors ce soir j'ai une équipe énorme avec moi, j'ai Cassim qui est là. Bonsoir Cassim. Ouais, je représente au moins 10 personnes à moi seul, allez, go. C'est ça, toi tout seul, moi je fais les 10 prochains. Voilà, donc on a été lâchement abandonnés par nos camarades de podcast ce soir. Donc on va vous présenter cet épisode de 201 tous les deux avec une actualité plutôt modérée quand même pour cette quinzaine. Ouais, mais pas de soucis techniques en tout cas pour nous, pas de problème qui nous empêcherait par exemple de diffuser des reportages ou quoi que ce soit. Nous, tout marche bien, on peut enregistrer le podcast dans de bonnes conditions. C'est ça, toujours en restant les fesses dans notre fauteuil. Allez, je vous propose sans plus attendre d'attaquer avec la première partie, Edge et Windows. Alors pour cette première partie, Cassim, on a eu quand même beaucoup de news qui sont arrivées pour l'univers du dernier navigateur de Microsoft, donc Microsoft Edge en base Chromium. Et notamment, un premier ajout, c'est que Microsoft va rajouter un mode enfant pour sécuriser la navigation dans Edge. Alors je ne sais pas si tu as lu cette information, toi. Alors je l'ai vu dans les grandes lignes, effectivement, que c'était une nouvelle étape pour Microsoft pour... dans leur initiative un peu autour de la famille, on sait qu'avec Microsoft 365, il y avait déjà eu une application de gestion de famille, il y avait Xbox aussi qui gère le contrôle parental avec des bonnes options. Et toujours dans cette optique-là, donc c'est Edge maintenant qui va proposer un mode enfant. Alors après, j'ai pas regardé en détail exactement ce que ça comportait. J'imagine déjà que par exemple, ça va restreindre les recherches de Bing. C'est ça. Au maximum. Les parents tout à fait peuvent faire une liste blanche et une liste noire des sites que peuvent consulter les enfants. Et donc, tu as un système de profil. Donc, ton enfant doit utiliser le profil. C'est un petit peu là où je trouve qu'il peut y avoir un biais où les enfants peuvent peut-être utiliser un autre profil et pas le profil enfant à leur nom. Voilà, à voir comment ça va être géré vraiment au niveau de l'interface, mais après ça a l'air assez intéressant. Moi, ce que je trouve un petit peu dommage, et tu l'as dit en parlant, c'est qu'on a une application qui est plutôt liée à Office 365, une application qui est plutôt liée à Xbox, mais on a des choses qui se retrouvent un petit peu dans les deux, et là on va avoir encore un troisième univers. Il va falloir a priori paramétrer le compte enfant dans Edge, et c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas avoir tout dans la même application pour la partie gestion de famille. Moi c'est ce que j'attends vraiment de la part de Microsoft. Ou peut-être que tout soit logique à partir de, par exemple, que le compte enfant, quand tu l'ajoutes dans Edge, il va chercher les paramètres du... Enfin, il comprend directement quel âge il a et il prend les paramètres de l'application parce que tu as déjà renseigné les choses dans Xbox et dans le reste de l'écosystème. C'est ça. Pour ceux qui connaissent pas, vrai. quand vous rajoutez un enfant, vous pouvez donner l'âge et donc en fonction de l'âge de votre enfant, vous pouvez accorder plus ou moins de choses. Enfin, il y a des accords qui sont donnés par défaut en fonction de l'âge et après vous pouvez réajuster manuellement. Et c'est vrai que c'est dommage que a priori ça ne le fasse pas pour l'instant. Après, ça reste vraiment, je trouve, un bon exemple. Enfin, ce que j'aime bien avec Microsoft Edge, en plus le nouveau surtout, c'est un peu ces initiatives que prend Microsoft pour donner des fonctions un peu exclusives à son navigateur. Ça va être un peu le fil rouge d'ailleurs de tout ce début d'épisode en termes de news. Mais ça montre bien que au-delà, enfin, ils ont un peu fini de retravailler. Ils ont passé un peu la première année à finir leur copie de Chrome entre guillemets, c'est-à-dire ajouter la synchronisation des favoris, ce genre de base un peu de composants de base. Oui, tout ce qui est essentiel à un navigateur moderne. C'est ça, et maintenant que la base est là, j'ai l'impression qu'ils ont plus passé leur énergie sur des fonctionnalités exclusives et nouvelles et essayer de se différencier des autres navigateurs et donner des arguments pour utiliser Edge plutôt que Chrome ou Firefox. Mais je trouve ça très bien, en tout cas pour les nouveaux utilisateurs de Edge sur Windows, où on a toutes ces fonctionnalités liées à l'écosystème Microsoft, en fait, qui sont nativement intégrées au navigateur. Donc, ouais. Voilà, après que ça dédouane pas non plus les parents que nous sommes de surveiller et de travailler avec nos enfants sur l'utilisation. Ça reste un outil, quoi. C'est ça, je pense que c'est un outil en plus et pas à prendre comme étant une nounou qui pourrait remplacer les parents. Tout à fait. Pour le voir trop souvent. Bref, ça c'est mon côté vieux con. Allez, on continue. Donc Edge a une nouvelle fonctionnalité qui permet de va avoir une nouvelle fonctionnalité qui va permettre de limiter les notifications. Alors j'avais pas vu qu'en fait par défaut Edge pouvait supprimer toute une partie des notifications. Cassim, est-ce que tu nous parles de cette fonction participative ?
Ouais, ou c'est pas? vachement intelligent parce que c'est un des problèmes. On parlait des fonctionnalités modernes des navigateurs. Une des Mm. fonctionnalités modernes qui est arrivée ces dernières années et qui est devenue très importante, c'est la capacité d'un navigateur à gérer des notifications. Et maintenant, vous avez mais quasiment tous les sites, quand vous allez dessus, ils vous proposent activer les notifications pour mon site. Promis, je te jure, c'est Et le c'est meilleur site. pénible. Et c'est très pénible. Il y a des sites où on n'a pas du tout envie d'avoir les notifications. Des sites où c'est intéressant. La fonction en elle-même est intéressante, mais elle a été très vite détournée, je trouve, par les sites. Et c'est devenu quelque chose d'assez pénible pour l'utilisateur. En plus, le pauvre utilisateur qui doit déjà valider les cookies, valider les notifications, valider les 46 000 choses avant d'arriver à l'article. Tu vois, la newsletter aussi, toutes ces fonctionnalités que les sites aiment te proposer. Ce joyeux bazar. Et donc là, pour lutter un peu contre ça, Microsoft a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour Edge, comme tu le disais, de limiter les notifications. Et la façon dont ils le font, je trouve ça assez intelligent, c'est qu'ils vont tout simplement crowdsourcer la façon dont ils vont gérer leur algorithme. Et en gros, s'ils se rendent compte que 90% de leurs utilisateurs, par exemple, suppriment les notifications sur, je sais pas, sur The Verge, je vais dire un site au hasard, ou Google. Oh là là. Ou pour Android, voilà, pour prendre. Et du coup, Microsoft, par défaut, ils désactiveront les notifications et ils ne proposeront pas forcément, ils pourront bloquer le site et l'empêcher d'activer les notifications, quoi. Ou en tout cas, renforcer, voilà, peut-être renforcer par défaut la capacité du navigateur à peut-être choisir par défaut plutôt d'aller vers le blocage ou ce genre ou moins afficher la pop-up qui te propose des notifications. Et je me demandais, moi, en lisant l'article, comment est-ce que l'utilisateur va pouvoir faire si la majorité des gens bloquent ce site, mais qu'un utilisateur veut l'utiliser, enfin veut utiliser la fonction de notification. Est-ce qu'il va être averti qu'un pop-up a été bloqué et il peut, en cliquant dessus, accéder à un menu qui lui permet de réactiver ce pop-up pour ce site spécifique? Ou est-ce qu'il doit autoriser tous les pop-up? Tu vois, je me posais ce genre de questions. Comment ça va être géré au cas par cas? Si j'ai bien compris, en gros, ça va bloquer par défaut le système de notification. Donc, ça va en fait faire comme si l'utilisateur avait choisi de refuser une notification. Oui. Ce qui lui laisse pas tout le champ libre en fait pour après derrière utiliser. Donc, ça se passe dans le menu qui ressemble à un verrou sur Edge ou sur Chrome d'ailleurs. Et dans ce menu, tu peux gérer si le site a accès à ton micro, ta caméra, les notifications, etc. C'est un peu là où tu gères les autorisations. Et donc c'est là où a priori tu pourras forcer l'activation des notifications si toi tu décides que tu as envie d'en avoir. Ok, merci Cassim. Donc ça va être gérable. Bon, on continue cette fois avec un petit plus, mais alors c'est vraiment quelque chose que je trouve un petit plus à ce coup-là. C'est Edge qui voit arriver des widgets et la recherche dans les onglets, plutôt dans les extensions. Donc tu peux nous en parler un petit peu rapidement ? Oui, il y a deux morceaux là dans ce que tu dis, mais qui arrivent avec une même version de dev. D'abord, je vais parler donc la recherche d'onglets et le menu d'extension. C'est deux éléments qui sont, je crois, repris. La recherche d'onglets, je suis à peu près sûr, qui sont repris de Chrome. Donc là, toujours Edge et Chrome partagent la même base, donc les nouveautés de l'un peuvent influencer l'autre. Donc la recherche d'onglets, c'est tout simplement, en fait, quand tu as beaucoup trop d'onglets ouverts, tu as un petit menu au niveau à côté de là où tu peux fermer la fenêtre de ton navigateur, qui va te permettre de rechercher l'onglet qui t'intéresse parmi tous ceux que tu as ouverts. Soit. Et l'autre option, ça va être l'arrivée d'un menu extension, comme on a vu arriver le menu historique dans la barre d'outils de Edge. Là, c'est le même principe. Tu as un menu extension. Ça va permettre de regrouper toutes les extensions que tu veux pas forcément afficher directement dans la barre d'outils. Ça va être bien. Et je pense que ça va être assez pratique. Tu vas pouvoir gérer ce que tu veux afficher, ce que tu veux pas afficher, et accéder aux options. Je pense que c'est plutôt bienvenu. Actuellement, les extensions que tu n'affiches pas dans la barre d'outils se retrouvent dans le menu de Edge, mais c'est pas forcément très instinctif, j'ai l'impression, pour les gens de retrouver leurs extensions ici. Je t'avoue, j'ai 13 extensions qui sont affichées dans ma barre de menu. Et c'est quand même assez pénible. J'aimerais bien voir juste l'icône extension, cliquer dessus et pouf, que ça s'affiche en liste déroulante. Et là, donc, ça va arriver. Eh ben oui. Donc ça, c'est plus ou moins hérité de Chrome. La vraie nouveauté, donc tu le disais au début, c'est ce système de widget. Alors, est-ce que c'est intéressant ou non? Tout va dépendre de la façon dont Microsoft va proposer le truc et va pousser la chose.
Là, pour le moment, c'est simplement donc effectivement l'affichage de widgets sur le bureau de Windows. Tu vas avoir la barre de recherche Bing, quelques actualités, tu vois les actions en bourse, la météo, ce genre de choses. Un peu l'écosystème MSN, actualité, tout ça là, avec l'option aussi de traduction. Mais du coup, tout ça, c'est très vraiment écosystème Microsoft. Ça ressemble presque à une pop-up de pub de Microsoft, quoi. Oui, presque. On pourrait presque l'interpréter comme ça. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est si Microsoft décide d'ouvrir ce menu de widget à l'avenir, peut-être aux développeurs de sites web. Ça pourrait être intéressant, tu vois. Si tes sites web préférés, genre Gmail par exemple, tu développes un widget pour Edge. Et du coup, tu aurais un peu sur le bureau Windows, tu aurais un widget dédié à Gmail, tu vois. Je pense que ça pourrait avoir un intérêt, surtout pour des applications comme Gmail, encore une fois, qui seront pas forcément présentes dans le Microsoft Store. Ça peut être une façon pour Microsoft d'attirer le développeur sans qu'il s'engage dans l'écosystème Windows, juste en restant dans l'écosystème web, j'ai envie de dire. Donc ça peut être intéressant, mais ça me semble, faut voir où ils vont avec ça, quoi. Moi, j'ai peur de retrouver les choses qu'on avait. C'était sous Vista qu'on a vu arriver les widgets. Ouais. Donc j'ai encore un souvenir assez, on va dire, négatif de cette expérience. Je les ai jamais gardés bien longtemps sur mon bureau. Mais bon. Ouais, surtout, moi j'ai un problème avec le fait que, globalement, moi mon bureau je le vois jamais, quoi. Donc, mais après ça c'est mon utilisation du PC. J'ai pas d'icône sur le bureau et mes fenêtres sont en plein écran. J'utilise. Quoi, t'as pas la poubelle sur le bureau ? Nope, j'ai 0 icône. Ah d'accord. J'ai moi, mon premier réflexe, c'est clic droit, ne plus afficher d'icône sur mon bureau, quoi. D'accord. Mais moi, en fait, j'ai deux bureaux. J'ai un où j'ai la poubelle, juste, et l'autre où j'ai quelques icônes, les documents en cours. Ouais, ok. Mais voilà. Voilà, donc les widgets, moi, j'avoue que je ne les attends pas avec impatience. Mais la recherche dans les onglets, ça, et les extensions, avec grande impatience. Alors, on continue avec une petite nouveauté qui est plutôt intéressante, je pense. C'est Gus. Alors Gus, celui qui s'amuse à faire des versions de Windows 10 qui tournent encore sur les Lumia 950 XL, qui a détecté que Microsoft travaillait sur un nouvel indicateur d'utilisation de la caméra. Donc jusqu'à présent, on ne voit pas forcément que notre webcam est utilisée. Alors parfois il y a une petite lumière qui s'allume sur la webcam, une DEL ou l'éclairage natif de la caméra. Mais parfois il n'y a pas cette petite fonctionnalité et on n'est pas obligé de savoir que la caméra fonctionne. Donc pour éviter que les utilisateurs, je pense, se sentent potentiellement piégés par l'utilisation de leur caméra, Microsoft est en train de développer une icône qui va normalement apparaître en bas dans la barre des tâches et qui va donc vous dire quelle application utilise votre caméra, si elle est utilisée. Donc ça c'est quelque chose de plutôt pas mal, mais bon, on peut toujours recommander, si on veut pas que notre caméra soit utilisée, de cacher l'objectif de la caméra, il n'y a rien qui ne marche mieux. Tout à fait, ça rappelle ce que Windows propose déjà avec le microphone. Il y a déjà cette icône de micro qui s'affiche dans la barre des tâches justement quand ton micro est utilisé. Voilà, c'est le même principe mais pour la caméra. Voilà, donc je pense que ça c'est une bonne petite initiative, mais après si des gens arrivent à utiliser notre caméra à notre insu, est-ce qu'ils seront capables de l'utiliser à l'insu de Windows aussi ? Ça reste à déterminer, mais comme tu le dis, le mieux c'est encore de cacher l'objectif. Une autre petite nouveauté, c'est Autofill, c'est le gestionnaire de mots de passe cross-platform à la sauce Microsoft. Et oui, Microsoft, alors déjà un gestionnaire de mots de passe qui est intégré à Edge, et maintenant Microsoft a décidé de lancer son propre gestionnaire de mots de passe. Alors en cross-platform, donc ça va être Cassim via le navigateur sous Windows, mais également sur macOS, sur Linux, enfin partout quoi. On pourra gérer nos mots de passe avec ça, et ça va utiliser le Microsoft Authenticator. J'ai vérifié, pas Authentificator. Oui, c'est ça, t'as tout dit. Mais du coup, ils se lancent vraiment, là, pour le coup, sur le marché des gestionnaires de mots de passe. Alors, l'annonce est plutôt bien tombée pour eux, parce que c'est arrivé pile au moment où LastPass a annoncé... une faille non, pas une faille, mais des grosses limitations sur la version gratuite. D'accord. LastPass, en gros, ne te permettra plus de synchroniser tes mots de passe entre ton téléphone et ton PC, gratuitement. D'accord. Il faudra payer l'abonnement pour le faire. Donc c'est arrivé un peu au même moment, donc c'est un peu rigolo des fois les hasards comme ça.
Mais non, mais t'as tout dit. Du coup, ça va être une façon gratuite pour les gens qui sont dans l'écosystème Microsoft de synchroniser facilement leur mot de passe, d'avoir la génération de mots de passe, etc., l'enregistrement des mots de passe. Ce qui est toujours une très bonne idée. C'est le truc qu'on recommande le plus aux gens après l'activation de la double authentification. Je vais y arriver. On a du mal ce soir. Hein. La fatigue du vendredi soir. Donc le premier réflexe à donner aux gens en termes de sécurité, c'est la double authentification. Ouais. Et la deuxième, c'est le gestionnaire de mots de passe qui vient juste derrière. C'est vraiment deux bonnes pratiques à adopter sur PC. Et du coup, c'est bien que Microsoft se lance dessus avec quelque chose qui est ouvert et qui est multiplateforme. Je reste partisan de recommander plutôt le service Bitwarden pour ma part, mais qui est un service indépendant et qui a le mérite au moins de pas être lié à un géant de la tech et d'être libre et open source. Donc, moi, je recommanderais plutôt celui-là. Oui, qui est gratuit. Il y a un service payant en supplément si tu as envie. Mais il est gratuit, il est vraiment très bien. Il y a toutes les fonctions dont tu as besoin et il est disponible partout en plus du coup. Donc vraiment très bien. Mais après, je peux comprendre que des gens soient rassurés par un service comme Microsoft Autofill du coup. Pour le côté, je suis chez Microsoft, tu vois ça, tu peux être rassuré quoi. Si tu utilises déjà le launcher Microsoft et Edge sur ton Android, je pense que ça sera fait de manière transparente pour l'utilisateur. Tu seras pas obligé d'installer d'applications supplémentaires. Et en plus, c'est lié à ton compte Microsoft. Donc, au niveau récupération, c'est peut-être plus facile. Parce que moi, j'avais perdu mon mot de passe LastPass. J'ai fini par tout switcher sur le gestionnaire d'Edge. Ouais. Tu vois ? Bon, allez, dernière petite nouveauté qui se rajouterait normalement bientôt à Windows, c'est un gestionnaire de batterie. Alors, pour les ordinateurs portables principalement, ça c'est pour l'instant uniquement disponible pour les insiders, mais vous allez avoir un gestionnaire qui va vous donner la consommation électrique de vos différentes applications, en fait un petit peu comme on a maintenant sur les smartphones. Je crois qu'on l'avait déjà à l'époque de Windows Phone. On l'a sur Android, et Cassim, tu me diras si on l'a sur iOS, mais je pense que oui. Oui, tout à fait. Après, le menu change un peu d'un OS à l'autre, mais oui. Dans le principe, oui, il y a la même chose. Voilà. Et donc, on va avoir ce gestionnaire qui va arriver dans Windows. Et le camarade Christophe, j'en parlais avec lui avant d'enregistrer, et il me disait qu'on allait avoir des nouveautés, alors plutôt à destination des développeurs, mais pour les aider à vérifier leur usage électrique et avoir un équivalent carbone de leurs applications et de leurs différents services utilisés par les applications. Mais ça, je pense qu'on en reparlera dans 15 jours. Ça pourrait être peut-être intéressant d'en reparler. Je te donnerai des sources, Cassim, pour avoir les infos. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose sur ce nouveau menu batterie ou on a fait non, c'est très bien. C'est quelque chose qui manquait à Windows. Il y avait tu avais des astuces un peu de sioux quand tu connaissais. Enfin, il y a une ligne de commande qui te permettait de générer un rapport un peu comme ce qui va s'afficher là dans ce menu. Mais il fallait connaître la ligne de commande. C'était pas très pratique pour l'utilisateur. Donc là, c'est bien que ce soit ajouté dans l'OS. Ok. Et pour terminer, sur la partie Windows, on a appris que la mise à jour 21H1, c'est-à-dire la mise à jour de début d'année 2021, serait une mise à jour mineure. Mais ça, Cassim, je crois que ça fait longtemps qu'on l'avait deviné. Hein. Oui, ça, on l'avait bien compris. Microsoft, ils ont mis beaucoup de temps à le confirmer, mais là, ça y est, c'est fait. Ils ont annoncé la version, ils ont annoncé quelques nouveautés, mais c'est des nouveautés vraiment très, très légères. Et oui, clairement, c'est une mise à jour mineure. On rappelle que pour ce début d'année 2021, ils misent surtout sur la sortie de Windows 10X sur certains ordinateurs portables. Et que surtout, côté Windows 10, ils se concentrent sur la fin de l'année où, normalement, à la fin de l'année, on devrait avoir une mise à jour beaucoup plus substantielle, avec beaucoup plus de nouveautés, notamment une refonte assez majeure de l'interface de Windows 10. Donc, on va continuer de regarder ça, mais plutôt en regardant vers la fin de l'année. C'est ça, pour le dernier trimestre, normalement. Et je te propose, Cassim, de fermer cette première partie et de passer à la partie matérielle.
Alors une partie matérielle qui va être courte, hein, on ne va parler Cassim que d'un produit. Un produit qui m'a pas mal attiré finalement, c'est ce nouveau casque sans fil de Microsoft, le Xbox Wireless Headset. Donc casque sans fil a priori pour le jeu vidéo. Donc vous imaginez un casque fermé sur les oreilles avec un micro que l'on peut sortir ou non du casque. Cassim, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. J'ai pas eu la chance de l'essayer. Je crois que toi aussi. Alors non, j'ai pas eu la chance d'essayer, mais j'ai eu une présentation. Alors effectivement, le micro, en fait, il s'enroule, enfin, il se cache, si tu veux, dans l'oreillette, en s'enroulant autour de l'oreillette, entre guillemets. Ouais. Mais effectivement, tu peux en gros, tu peux le rentrer et pour avoir moins, pour plus qu'il soit visible et pour être plus discret, quoi. Parce que même s'il s'appelle un Xbox Wireless Headset, c'est un casque qui s'adresse vraiment à tout le monde, donc à toutes les utilisations, que ce soit vraiment le jeu sur console, où là vous n'êtes plus obligé de brancher votre casque sur la manette de la Xbox, qui est pratique mais pas toujours hyper confortable, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec le protocole Bluetooth classique sur un ordinateur, sur un smartphone, sur je ne sais, enfin quelque chose qui a du Bluetooth. Et il y a un petit truc que j'ai trouvé vachement sympa, c'est qu'ils reprennent les commandes du Surface Headphone, et c'est-à-dire les commandes avec l'oreillette sur laquelle vous pouvez tourner, et vous avez les boutons de commande, donc quelque chose de super pratique je trouve, et pour un prix qui est à 99 € a priori. C'est ça, t'as quasiment tout dit. Le principe des oreillettes est vraiment intelligent, je trouve. Enfin, c'était déjà très intelligent sur le Surface Headphones. Ça fait comme une sorte de molette, hein. C'est très instinctif en fait et très analogique. Vous avez juste à tourner en gros l'oreillette sur elle-même pour régler le volume du jeu. Il y a deux choses que je trouve très intéressantes en plus. Donc il y a une compatibilité avec tous les systèmes de spatialisation du son, donc que ce soit Windows Sonic, Dolby Atmos ou DTS Headphone X. Donc ça c'est les trois systèmes en place, les trois standards en gros en place pour la spatialisation du son. Donc ça c'est bien pour le jeu vidéo en particulier. Et l'autre point, et ils annoncent aussi avoir travaillé sur la latence, mais l'autre point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est cette fonctionnalité. En fait, ton casque pourra, comme il gère à la fois le Bluetooth, comme tu l'as dit, pour le PC et le smartphone, et donc cette transmission sans fil en gros par Wi-Fi qui se fait directement avec la console, le casque est capable en fait de gérer les deux simultanément. Et donc tu peux te connecter, admettons, à Discord par exemple, ou à, je sais pas moi, un système de transmission audio, quoi, sur un Skype, un Discord, un truc comme ça, sur ton PC. Et tu peux jouer sur ta Xbox et en fait avoir vraiment le son des deux éléments dans ton casque, et même pouvoir, avec justement une des deux oreillettes, régler la balance du volume entre le son du jeu et le son de ton chat vocal. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une excellente idée, puisque certes, il y a un chat vocal intégré à la Xbox, mais pour des jeux qui sont multiplateformes, par exemple, tout le monde n'est pas forcément en train de jouer sur Xbox, donc tout le monde n'a pas accès à ce chat vocal, alors que Discord, par contre, par exemple, c'est un service qui est complètement universel, et donc plus facilement, voilà, tu peux te retrouver à chatter sur un PC, et chacun est un peu sur son appareil, mais au moins, avec ce casque, voilà, tu peux avoir les deux à la fois. Je trouve ça vraiment intelligent. Mais sur le principe, je le trouve vraiment super pour un prix. Alors après, il faut voir la qualité du son, hein. Mais j'imagine qu'ils n'ont pas sorti une bouse. Ça, bon, ça sera sûrement pas un casque hi-fi, mais ça risque d'être un casque qui est plutôt pratique pour écouter même de la musique en bonnes conditions, je pense. Ouais, et puis il faudra voir aussi la qualité du micro qui est intégré pour voir si les gens peuvent t'entendre de façon assez intelligible. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un système d'annulation de bruit, alors pas pour le casque en lui-même, mais pour le micro. Donc il y a un système d'annulation de bruit pour que s'il y a du brouhaha autour de toi quand tu es en train de jouer, tes interlocuteurs n'entendront pas ce brouhaha, et il y aura une coupure du son de fond pour vraiment laisser que ta voix en principe. Donc ça c'est plutôt aussi bien vu. Bon, c'est quelque chose de plus classique, hein, dans un casque. Oui. Mais c'est bien vu. Donc oui, bien sûr, il faut attendre les tests maintenant. Mais sur le papier, il a l'air plutôt bien travaillé et plutôt intelligent. Tu vois, ça c'est le genre de petit produit, enfin petit, c'est le genre de produit que je trouve plus qu'intéressant. Et ouais, ça pourrait être bien. Et puis je crois qu'il est compatible avec les bonnes vieilles Xbox One que l'on peut encore avoir.
Ouais, il me semble. oui, il est complètement compatible Windows 10, Xbox One, les Xbox Series et les smartphones du coup, puisque Bluetooth. C'est du Bluetooth. Ouais. Donc ça, c'est le bon produit, moi, qui m'a fait plaisir à voir. Puis pour un tarif qui reste encore correct. Oui, c'est même moins cher que les produits concurrents. Enfin, les casques gaming sont souvent un peu plus chers que ça quand ils sont sans fil. Donc c'est même plutôt concurrentiel comme tarif de la part de Microsoft. Ouais, mais voilà, après je vais attendre les retours sur la qualité audio. Ouais. Je pense que ça peut avoir quand même une certaine incidence. Bien sûr. Mais sinon, ça ferait envie. Le petit truc qui ferait envie. Allez, on ferme cette partie matérielle et on passe à la partie jeux vidéo. Alors Cassim, une news qui n'en est pas vraiment une, mais on apprend que le Xbox Cloud Gaming se rapproche sur PC, qu'on va bientôt pouvoir jouer à xCloud sur nos ordinateurs. Alors normalement c'était annoncé pour le premier trimestre, il nous reste encore un mois si je dis pas trop de bêtises, enfin un mois et 10 jours. Mais par contre ce qu'on apprend cette fois-ci, c'est que a priori on ne jouerait pas à xCloud sur PC via une application, mais on y jouerait plutôt via le navigateur, Cassim, c'est ça ? C'est ça. Alors c'était plutôt c'est annoncé pour le printemps, xCloud oui, sur pardon, PC le printemps, sur iOS. C'est vrai. Donc ils ont encore un peu de temps, les pauvres équipes de Microsoft. Pardon, je leur mets la pression. leur mets pas trop la pression, ils auront un peu de temps encore. Oui, donc on pensait que ça pourrait arriver par exemple par l'application Xbox qui propose les jeux du Game Pass sur PC actuellement. Ce qui serait logique. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que Microsoft travaille sur la version web pour l'instant. Donc, du coup, elle est accessible depuis Chrome et Edge pour le moment. Les bases Chromium. Logique, oui. Les bases Chromium. Après, j'imagine que ce sera étendu plus tard à d'autres navigateurs, mais pour l'instant, c'est ces deux-là. Ça permet en fait à Microsoft de faire d'une pierre deux coups, puisque sur iOS, Apple bloque les applications de cloud gaming, mais autorise les services de cloud gaming à passer par le navigateur Safari. Donc du coup, développer une version web pour Microsoft, ça permet de faire une pierre deux coups. Il n'est pas exclu qu'une mise à jour de l'application Xbox native intègre ce portail web, en fait, même s'il sera caché dans l'application, utilise ce portail web pour accéder au service, et donc tu n'auras pas forcément besoin de démarrer Edge pour jouer à xCloud sur ton PC. Peut-être que l'application Xbox suffira, mais dans tous les cas, en fait, a priori, ça passera quand même par le web derrière, même si ça peut être caché. Moi, je trouve ça intéressant. C'est en test interne chez Microsoft, au sens large. N'importe quel employé de Microsoft actuellement peut tester ça en s'inscrivant dans le programme interne, en gros. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Il y a encore quelques bugs apparemment, mais ça a l'air de vraiment être un produit qui est quasi finalisé. Je ne serais pas étonné qu'il y ait l'ouverture d'une preview là dans les semaines à venir, avant cette date de printemps où ce sera ouvert, je pense, plus largement. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Par contre, cette news m'a fait réaliser que Microsoft va devoir faire un effort de communication, et on sait que c'est leur point fort, pour expliquer pour expliquer le fonctionnement de xCloud sur PC. Je pense que ça peut être un peu contre-intuitif, puisque pour rappel, donc xCloud, c'est des Xbox One qui tournent dans le cloud. Ces Xbox One donc font tourner des jeux, et en gros les jeux, c'est exactement les jeux Xbox One qu'on connaît. Il y a quasiment pas de retravail dessus de base pour qu'ils tournent dans le cloud. Ça veut dire que c'est des jeux console, et qui dit jeu console dit jeu qui se joue à la manette. Eh oui. Donc ça va être assez contre-intuitif, je pense, pour pas mal de joueurs d'arriver devant leur PC portable, de démarrer xCloud. Ils vont voir un jeu qui est disponible sur xCloud, et je pense qu'instinctivement ils vont plutôt avoir envie d'y jouer au clavier et la souris. Ils vont pas forcément tout de suite se dire manette. Et ça, Microsoft va devoir expliquer pourquoi tel ou tel jeu, par exemple, ça risque d'être une très grande majorité des jeux qui risquent de pas être compatibles avec l'utilisation d'un clavier et d'une souris. Oui. Donc ça, il va y avoir un gros effort de faire. Je l'avais pas trop réalisé jusqu'à présent. C'est vrai que moi, dans mon idée, je pensais que les jeux s'adapteraient, par exemple les jeux Stadia, s'adaptent parfaitement au périphérique que tu souhaites utiliser pour jouer. D'accord. Donc j'avais pas trop réfléchi à la question pour xCloud, mais le fait de partir que la base ce soit des Xbox One, du coup ça bloque Microsoft un peu dans ce sens-là. Donc ça va être à eux de dire vous allez devoir connecter une manette pour pouvoir jouer.
Ça va être peut-être, voilà, va falloir que les gens comprennent bien. Surtout qu'il y a des fois, il y a des jeux qui sont un peu, j'ai envie de dire, marqués PC, qui sont disponibles sur xCloud, et c'est la version Xbox One du jeu qui est disponible. Donc, je sais pas, je pense à des jeux de gestion ou des jeux de stratégie. Des fois, ils sont pas disponibles dans le Game Pass pour PC, ils sont disponibles dans le Game Pass console et xCloud. Et donc, ces jeux-là, c'est des jeux, j'ai plus de nom en tête, mais c'est les World, les jeux de parc d'attractions, par exemple, de gestion les de parc Tycoon, d'attractions. machin Tycoon, Zoo Tycoon, Roller Coaster, machin. Bah, ces jeux-là, en fait, tu vas devoir peut-être y jouer à la manette, quoi. Alors que c'est des jeux instinctivement que tu as envie d'y jouer au PC, quoi, au clavier souris. Après, est-ce que Microsoft est capable de produire un outil qui permette de changer l'interface ? J'imagine que oui, mais d'un autre côté, pour un jeu de shoot, entre celui qui joue à la manette et celui qui joue au clavier souris, c'est pas la même difficulté non plus, donc est-ce qu'ils peuvent se le permettre ? Je pense que Microsoft doit plutôt pousser pour que les développeurs gèrent le clavier et la souris sur Xbox. C'est déjà possible, c'est une option que les développeurs n'utilisent pas forcément tout le temps, de jouer au clavier et à la souris sur Xbox. Donc certains jeux le proposent, pas tous, et je pense que Microsoft devrait pousser, peut-être en utilisant xCloud justement comme argument, pour pousser les développeurs à adopter ça plus largement. Faut savoir que de plus en plus de jeux sur xCloud sont jouables au tactile. Donc il y a une volonté peut-être des développeurs d'adapter leurs jeux pour les plateformes comme ça à travers xCloud. Comme ils le font pour le tactile, peut-être qu'ils accepteront de le faire aussi pour du clavier-souris sur PC. D'accord, ok. Ouais, c'est bien vu. Après, on pourrait aussi se dire, à quand le clavier-souris sur console ? Parce qu'on sait qu'il y a des... C'est ce que je disais, c'est possible, enfin la Xbox le gère, mais c'est aux développeurs derrière de le faire. Oui, mais tu peux pas utiliser là un clavier et une souris, même pour utiliser l'interface de ta console, actuellement. Je crois pas. Non, sinon il faut utiliser un adaptateur particulier qui coûte la peau des fesses, mais alors que la machine est capable de le gérer. Ouais. Et j'aimerais bien que Microsoft là permette de le faire, parce que des fois quand tu fais un peu de gestion de fichiers sur ta machine, c'est pénible de le faire à la manette. Hein. Ou quand tu fais des recherches, par exemple tu fais une recherche sur Netflix. T'es obligé de taper le nom. Bon, encore ça va, Netflix te propose le troisième, quatrième caractère, sûrement une sélection de titres qui sont bons. Enfin, où ta recherche est dedans. Mais quand tu dois taper un mot de passe, quand t'as un mot de passe un peu long, tout à fait, je trouve ça atroce de taper un mot de passe sur console. En particulier, Netflix est vraiment, pour le coup, un mauvais élève. On va pas revenir dessus, mais Netflix est particulièrement un mauvais élève en plus dans cette catégorie-là, puisqu'il n'y a pas de... Il te propose pas de te loguer intelligemment par le smartphone, par exemple, ou par le... Mais oui, mais je parlais de la recherche de Netflix. Tu sais, quand tu cherches un film. Oui, je suis d'accord. Voilà. Bref. Bon, allez, dernière partie, Cassim. Microsoft qui redonne un coup de boost aux vieux jeux, alors vieux entre guillemets, hein, les vieux jeux des séries One et 360 sur les séries S et X. Alors, le FPS Boost, Cassim, tu nous en parles un petit peu ? Ouais, c'est vraiment sympa. C'est encore une fonctionnalité que Microsoft ajoute à la rétrocompatibilité des jeux sur ces nouvelles consoles. Et c'est encore une fois une fonctionnalité qui ne demande pas d'aide des développeurs. C'est complètement les équipes de Microsoft qui s'en chargent. Les développeurs des jeux, tu veux dire ? Oui, c'est complètement l'équipe de Microsoft qui s'en charge. Les développeurs du jeu ne modifient pas leur code. D'ailleurs, le jeu pense toujours tourner sur les anciennes consoles, ne se rend pas vraiment compte du subterfuge. Donc FPS Boost, en fait, ça permet de passer des jeux qui tournaient à 30 images par seconde en 60, voire 120 images par seconde. C'est des jeux qui, en fait, les consoles de jeux ont ça de particulier que les jeux donnent des indications précises sur leur configuration. C'est pas comme sur PC où tu peux choisir un peu ce que tu veux. Sur console, les paramètres graphiques sont prédéfinis, la définition de rendu est prédéfinie aussi. Et la fluidité peut être bloquée par le développeur, par exemple pour éviter que la fluidité fasse le yo-yo, le taux d'affichage fasse le yo-yo. Le développeur peut décider de bloquer à 30 images par seconde. Le souci que ça pose, c'est très bien sur Xbox One à l'époque, mais le souci c'est que si tu fais tourner le même jeu aujourd'hui sur une Xbox Series X qui est beaucoup plus puissante, le jeu peut continuer à être bloqué à 30 images par seconde, même si la console est beaucoup plus puissante. Parce que le jeu est bloqué vraiment dans son code à 30 images par seconde.
En plus de ça, il y a des jeux où le moteur physique, les animations du personnage sont dépendants de cette fluidité bloquée à 30 images par seconde. Donc ça veut dire que si tu l'augmentes artificiellement à 60 images par seconde, potentiellement tu peux casser le moteur physique du jeu, tu peux créer des bugs. Donc Microsoft a développé une solution pour éviter ça, mais ils sont quand même obligés de tester un par un les jeux sur lesquels ils activent cette option. C'est tout simplement une sorte de hack, en fait. C'est Microsoft qui hack son propre système. C'est bien. Ça utilise en fait DirectX, la partie 3D, donc c'est Direct 3D, c'est l'API que tous les développeurs utilisent pour créer leurs jeux sur Xbox pour la partie graphique. Et en fait, donc le jeu continue en gros, le jeu communique ce qu'il a besoin d'afficher à Direct 3D, et Direct 3D après communique avec la console. En gros, Direct 3D, donc c'est une interface entre le jeu et la console. Et en fait, du coup, le jeu continue d'envoyer les instructions à Direct 3D à 30 images par seconde. Donc pour lui, rien n'a changé. Et c'est Direct 3D en fait qui va aller en gros 2 fois plus vite, je simplifie, et qui va passer donc à 60 ou 120 images par seconde. Et ça permet au jeu de pas se rendre compte en fait qu'il est plus fluide que ce qu'il devrait être. Mais pour le joueur, évidemment, c'est très immédiat dans les sensations de jeu. Et donc pour l'instant, Microsoft a activé ça que sur une petite sélection de jeux. C'est Watch Dogs 2, Far Cry 4, New Super Lucky Tale, Sniper Elite 4 et UFC 4. Donc c'est très limité, mais ils promettent d'ajouter davantage de jeux à la liste plus tard, au fur et à mesure, comme ils l'avaient fait un peu sur Xbox One avec les jeux 360. Et alors pour l'instant, donc c'est déjà tout ça c'est activé. C'est les 5 jeux que j'ai cités. Si vous voulez lancer dès maintenant sur une Xbox Series S ou X, il y a ce boost de FPS. Mais au printemps, il y aura une mise à jour de la Xbox qui permettra en fait déjà d'une part d'afficher quand il y a le FPS boost qui est activé, ils vont l'afficher auprès de l'utilisateur. Pour l'instant, l'utilisateur ne peut pas le savoir. Quand tu appuieras sur le menu Xbox qui affiche le guide, tu auras le petit logo FPS Boost qui t'indiquera ok, mon jeu a été boosté par Microsoft. Logique. Et tu auras l'option en fait dans les menus du système pour désactiver FPS Boost si d'aventure tu voulais revivre l'expérience du jeu de base qui saccade telle ou telle raison. Non mais voilà, on sait pas trop. Tu penses, ou peut-être que tu as détecté un bug que Microsoft avait pas vu ou je ne sais pas quoi. Voilà, tu as toujours l'option. Je pense que c'est assez bien de donner à l'utilisateur l'option s'il veut. Après, on a le droit d'être un petit peu masochiste et de vouloir avoir un jeu qui rame sur une console de dernière génération, mais c'est pas grave. C'est une possibilité. J'en profite pour dire que t'as Microsoft qui a promis beaucoup de nouveautés pour l'OS de la Xbox dans les semaines à venir. Ils en dévoileront bientôt, ils ont dit. On devrait avoir bientôt des nouvelles pour l'OS, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles options. Ils ont dit qu'ils avaient entendu beaucoup de remarques, de critiques, de retours des joueurs depuis quelques mois, là, depuis le lancement des consoles. Ils ont enregistré tout ça, ils ont eu évidemment les fêtes de fin d'année, la pause des fêtes de fin d'année. Là, ils sont de retour. Là, on sent qu'il y a une montée un peu en force chez Xbox depuis une ou 2 semaines, avec l'annonce du casque Xbox, avec l'annonce de FPS Boost. Et donc, ils vont pouvoir probablement proposer des nouveautés dans les semaines à venir. Donc, j'ai hâte de voir ça. Mais moi aussi, j'ai hâte de voir ce qu'ils nous annoncent comme truc sympa. Bon, après, j'ai pas de One S ni de One X, donc je testerai pas tout de suite. Mais ça viendra. Après, des fois, ils proposent Microsoft et propose des fois les nouveautés pour tous les OS. Oui, pour les vieilles, pour les anciennes consoles aussi. Oui. Non, mais c'est pour ça que je me bile pas. Puis de toute façon, ma One se porte à merveille encore, donc j'en profite. Mais voilà, je crois qu'Assim on a fait le tour pour cet épisode de la quinzaine. Donc pas mal de petits sujets. Bon, on voit bien que Edge a le vent en poupe et Xbox était dans le creux mais a l'air de repartir. Donc j'espère que d'ici 15 jours, on pourra en reparler un peu plus. Oui, je pense. Et puis je pense que là, voilà, comme je disais un peu pour Xbox, mais c'est vrai pour tout Microsoft, j'ai l'impression que l'actualité est un peu en train de repartir de leur côté. Je crois qu'ils ont une conférence qui s'appelle Ignite qui est prévue la semaine prochaine. Il y a aussi une petite conférence gaming tout côté recherche
qui peut être intéressante à suivre. Tout ça, on va pouvoir en parler dans les 2 semaines. Ok, ben ça marche. Merci beaucoup, Cassim. Bon, mais c'est le moment de se quitter. Je vous rappelle, comme d'habitude, que vous pouvez bien sûr nous laisser des commentaires, soit sur la page de Lifetile de l'épisode 201, ou sur la page de la vidéo YouTube, toujours épisode 201. Vous pouvez nous faire vos retours également sur Twitter. Pour ça, vous nous écrivez à @lifetilepodcast, tout attaché. Et vous pouvez bien sûr, et ça on vous en remerciera profondément, partager cet épisode sur les différents réseaux. Voilà, ça nous fera un petit peu de pub, ça sera sympa. Cassim, on se retrouve dans 15 jours ? Ouais. Bon, mais ça marche. Chers auditeurs, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Portez-vous bien. Et d'ici là, jouez bien. Au revoir. Ciao.